Merci à vous d'être présents et bienvenue à tous dans cette thématique par rapport aux ateliers de cet après-midi concernant la stratégie climat et notamment la stratégie climat déclinée au niveau de ce qu'en font les entreprises et les organisations pour être en ligne avec les enjeux climatiques. La thématique d'aujourd'hui, on parle du bilan carbone. Alors on parle du bilan carbone parfois comme un outil, comme une méthode, comme une démarche. Donc à travers nos partenaires ici présents, clients et bureaux d'études, on va essayer d'illustrer à travers leur expérience comment le bilan carbone permet de piloter son empreinte climatique et d'agir sur l'intégralité de sa chaîne de valeur pour embarquer en fait toute sa communauté de chaînes de valeur dans l'action. Alors j'ai eu le plaisir moi-même de me présenter. Je m'appelle Eric Oliver, je dirige l'Étoile Impact au sein du groupe Constellation, donc qui est un bureau d'études de conseil en stratégie climat et également un éditeur d'une plateforme qui permet d'outiller la démarche. Et je vais animer avec Charlotte Gazot, donc je vais laisser se présenter cette table ronde. Bonjour, donc vous m'entendez bien? Ça marche ou pas? Oui. Donc Charlotte Gazot, je suis manager innovation durable au sein du cabinet IEIC, Inextenso Innovation Croissance, qui a deux piliers. C'est un cabinet de conseil qui a deux piliers, l'innovation et le développement durable. Donc c'est naturellement qu'on est venu avec plaisir aujourd'hui à cet événement Tech for Climate. Donc effectivement, IEIC accompagne ses clients à la fois sur la stratégie RSE, tout ce qui est quantification, bilan carbone, GHG, ACV. Et puis ensuite, effectivement, la définition des trajectoires et vraiment la mise en œuvre de plans concrets pour décarboner, mais aussi plus largement sur la politique de développement durable. Bon, pour décarboner en particulier, justement, grâce à nos expertises innovation, on peut sourcer des solutions innovantes, qui ne sont pas toujours tech, mais en partie, parce que c'est le thème de la journée. Voilà, donc avec des offres assez larges là-dessus. Donc pour la table ronde, merci Eric de nous avoir invités. Pour la table ronde, en fait, on a trois grands témoins, un expert et deux témoins qui sont en entreprise et qui se sont lancés dans des démarches il y a plusieurs années déjà. On va vraiment privilégier le partage d'expériences et les questions seront à la fin, si ça vous va. Et dans tous les cas, après la table ronde, on sera de toute façon chacun disponible pour répondre à vos questions complémentaires. Alors, les questions, si on a le temps, on a 45 minutes. Donc on va introduire donc nos participants. Donc Timothée Kellard d'Ecodev. Timothée, je te laisse te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Eric pour l'invitation. Merci pour l'animation. Donc moi je suis Timothée Kellard, je suis cofondateur d'Ecodev. Donc pour la petite histoire, je suis ingénieur de formation et j'ai monté ce bureau d'études en 2009. Donc ça fait 14 ans qu'on accompagne les employeurs dans leur politique durable. Si je peux simplifier la présentation d'Ecodev de cette manière. Alors, je te demanderai, en tant qu'expert de cette table ronde, de préciser un petit peu où se situe le bilan carbone, notamment dans le framework NZI, si tu peux nous préciser tout ça. Alors du coup, peut-être dans l'historique du bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est une notion qui a une vingtaine d'années, cofondée par l'ADEME et Jean-Marc Jancovici, qui est devenu quand même une rockstar sur le sujet. Mais à la base, finalement, la philosophie est à la fois de travailler sur la définition de périmètre, d'ambition, parce que du coup, en fait, on est sur un sujet qui n'a pas de limite en termes de périmètre au départ, avec des étapes assez simples par la suite, de compter finalement tout ce qu'on a comme flux associé à une activité en empreinte environnementale carbone. Donc on prend les 6 plus grands catégories de gaz à effet de serre et on les convertit en carbone ou en dioxyde de carbone. Et puis après, on se fixe normalement des objectifs de réduction et des ambitions associées à cette comptabilité pour arriver finalement à tenir des feuilles de route de décarbonation ou de réduction tout simplement d'empreinte carbone. Et alors, on peut dire que le bilan carbone, c'est la base, finalement, c'est le socle, comme une comptabilité analytique pour les entreprises avec, on va dire, l'objectif de rentabilité. Et on peut finalement s'en servir comme après un moyen d'aller beaucoup plus loin. Et donc, effectivement, tu parles du NetZI, qui est un référentiel que Carbon 4 a co-construit il y a maintenant quelques mois, dont l'objectif est de balayer finalement ce sujet du bilan carbone. Alors, émissions directes, indirectes, ça c'est la notion de bilan carbone, ce qui est dans ma chaîne de valeur ou pas. Et puis il y a le sujet, donc ce qui s'appelle les émissions induites, pour entrer dans le vocabulaire. Un pilier B, donc ça c'est le pilier A. Pilier B, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées. C'est quelle contribution finalement je peux faire dans ma chaîne de valeur ou en financement pour réduire les émissions chez d'autres. C'est je vais remplacer finalement une techno par une autre, c'est chaudière à gaz versus géothermie. Voilà, je réduis notablement
et je fais des émissions évitées, ou je finance de la R&D par exemple, ou des projets. Et il y a un troisième pilier qui est le pilier C, qui est quelle contribution je dois avoir sur la séquestration carbone ou la compensation carbone, c'est-à-dire les puits de carbone qui, de toute manière, dans les scénarios Accord de Paris, sont des scénarios qu'on ne peut pas éviter, parce qu'on ne va pas réussir à réduire nos émissions de CO2 jusqu'à zéro, sinon ça voudrait dire qu'il n'y ait plus d'activité, et plus de vivants. Et donc si on a encore un peu d'émissions de CO2, naturellement les océans et les forêts sont censés les séquestrer. Et donc c'est le pilier C, c'est quelle contribution dans ma chaîne de valeur et hors de ma chaîne de valeur je peux avoir pour avoir une structure la plus large qui est ce qu'on peut appeler, si on arrive à faire tout ça bien, ce qui est très compliqué, hein, une stratégie climat en bonne et due forme. Merci beaucoup. Donc, on a le plaisir d'accueillir nos clients partenaires. Je ne sais pas comment on peut s'appeler. Donc, en premier, Claudie Guérin d'Arcade Beauty. Claudie, je te laisse te présenter Arcade Beauty. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Je suis directrice RSE chez Arcade Beauty depuis quelques années. Nous concevons, fabriquons, conditionnons des solutions à 360 degrés pour la beauté. Donc, parfum, maquillage, soins, hygiène, pour tous les grands noms de la beauté de ce secteur. Initialement, nous produisons essentiellement des échantillons, mais notre modèle, petit à petit, va tendre vers la production et la proposition de modèles vente à nos clients. Et nos produits passent par tous les canaux de distribution, comme c'est bien indiqué sur le slide, donc en point de vente direct, en manuel, par mailing, par la voie de presse, etc. Et en voie digitale. Je m'arrête là, tout à l'heure, je vous raconterai plus sur le carbone. Ok, donc on a également le plaisir d'avoir Olivier Quesada de la société Orapi. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis directeur QHSE, donc hygiène, sécurité, environnement, qualité et RSE pour Orapi. Je vais vous dire deux mots sur l'entreprise, mais d'abord je suis très content et fier d'être ici pour la deuxième année consécutive à Tech for Climate. Et vous allez voir quand on va partager l'expérience du bilan carbone chez Orapi, pourquoi on est arrivé là. Et aussi, je suis très content de parler un petit peu de tout ça devant vous parce qu'on est ici à la maison de la chimie. Alors moi, je suis chimiste, je suis docteur en physique-chimie à l'origine et je travaille donc dans une entreprise de chimie. Orapi, on fabrique des produits chimiques. Donc on a deux usines en France, quelques-unes à l'étranger, mais on va surtout parler de la France aujourd'hui. On est classé Céveso seuil haut, enfin des tas de choses qui peuvent faire peur aux gens et qui peuvent, entre guillemets, générer une image, comme on voit des fois dans les médias, la chimie, ça pollue, etc. Et en fait, nous, notre leitmotiv, c'est vraiment de dire on fait de la chimie propre. Alors bien sûr, on fabrique des produits comme ceux-ci. Hein. Le leader, surtout pendant le Covid, c'était les gels hydroalcooliques. On fabrique des produits de nettoyage industriel pour les entrepôts, pour les cuisines collectives, pour les choses comme ça, des nettoyants pour les moyens de transport, du lave-glace pour les trains, du vinaigre ménager, vraiment beaucoup de produits très diversifiés. Et surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est depuis des années, c'est de concevoir ces produits tout en respectant l'environnement, donc des produits, si possible, à base de formules biodégradables, avec moins d'emballage, avec en gros moins d'empreinte carbone. Et je dirais tout l'intérêt d'être ici et de faire ce travail ensemble, c'est de pouvoir concrétiser par des chiffres et par des objectifs et par une amélioration ce travail de fourmi que font les équipes R&D, commerciales, achats depuis longtemps, mais on ne savait pas vraiment le mesurer, ce travail de conception de produits un petit peu bio, dégradables, plus efficaces, moins de produits pour un même résultat, etc. Donc c'est un peu ce qui nous motive et ce qui nous a conduit à rentrer dans cette démarche de réduction et de stratégie de réduction d'empreinte carbone. Merci Olivier. Alors, quel a été le déclencheur de la démarche en fait? À quel moment vous vous êtes engagé dans la démarche de la mise en place en fait de cette démarche, cette méthodologie bilan carbone pour avoir comme objectif? Je vais y aller pendant que j'ai encore mon slide de réduire à l'écran. Alors la mesure un petit peu du carbone chez Orapi, on a commencé il y a une dizaine d'années. Je n'y étais pas encore, mais et on mesurait en fait une chose, c'était la consommation d'énergie. En gros, électricité et gaz des usines, quoi. Donc c'était vraiment un petit bout du scope 2, hein, ce qu'on appelle dans le jargon. Et on a fait ça pendant des années et c'était suffisant par rapport aux obligations légales, par rapport à ce que demandait un petit peu le marché et les clients, etc. Et depuis 2-3 ans, ça s'est complètement emballé. Nos clients qui sont des industriels, des sociétés de maintenance ou de nettoyage industriel,
ils veulent absolument que leurs fournisseurs soient des fournisseurs un petit peu propres et vertueux. Et donc, on a eu une certaine pression du marché et aussi une volonté du top management de travailler sur ce sujet-là. Et depuis donc 2021, on mesure maintenant l'intégralité de nos émissions, scope 1, 2, 3. Et effectivement, là, ça fait un petit peu mal en termes de chiffres de voir que ce qu'on mesurait depuis des années, c'était 2% finalement de nos émissions, les consommations d'énergie et d'électricité, et on ne mesurait pas les 97, 98 autres. Donc c'est vraiment ça qui est important, d'utiliser des outils et des méthodes reconnues et exhaustives. Claudie, donc toi de ton côté, quel a été le déclencheur et est-ce qu'effectivement il y a eu cette amplification ces dernières années? Oui, même chose. Les premiers calculs datent de 2016. Scope 1 et 2, donc conso électricité et gaz principalement. Et ça a démarré par un site industriel, puis 2, puis l'Europe, puis intégration du scope 3 depuis 2018 à peu près. Quand je dis scope 3, juste une partie du scope 3. Et ensuite l'intégralité du scope 3. Et ensuite intégration de la partie US. Puis depuis l'année dernière, un bilan global intégrant également Chine et Brésil. Donc ça s'est fait petit à petit, effectivement, et scope by scope. Et chaque année, de toute façon, on précise de plus en plus notre collecte et nos calculs avec le moins d'extrapolation possible. Donc très évolutif. Ce que tu disais effectivement en préparation, c'est que chaque année, vous poussez les limites, justement. Oui, exactement. C'est-à-dire dans l'exigence, dans la rigueur, oui. Dans l'approfondissement. Oui, dans la précision des données, en diminuant le ratio de collecte monétaire et en allant vers des données physiques le plus possible. Et puis, exactement, et on ne le fait pas tout d'un seul coup. C'est chaque année, on comprend un peu mieux là où on doit aller. Bon, et chaque année, on a été accompagné quand même, de plus ou moins loin, par un cabinet consultant. C'est encore le cas. Et cette année, c'est donc avec 2 consultants, un qui nous audite de façon externe. Et ça donne de la crédibilité en interne sur nos calculs déjà, mais aussi en externe pour toutes les plateformes d'évaluation RSE auxquelles on répond, comme le CDP ou Ecovadis. Et puis également, ça a une valeur évidemment pour nos clients, qui nous demandent d'ailleurs de plus en plus des données carbone et de décarbonation. Alors, il y a un peu de rigueur, c'est une méthode, c'est une démarche. Timothée, tu peux nous préciser les périmètres opérationnels, organisationnels? Ce qui se dit, c'est que de toute manière, c'est une marque déposée qui est aujourd'hui sous la tutelle de l'association Bilan Carbone. Donc, si vous voulez avoir le détail, il y a une marque déposée. On dit que c'est plutôt une méthodologie, une approche intellectuelle, une boîte à outils finalement pour accompagner de manière assez structurante ces enjeux. Moi, j'ai tendance à dire que c'est des nouvelles lunettes pour avoir un prisme du coup dépendance aux énergies fossiles. Qui permet effectivement et qui laisse finalement la chance ou l'opportunité d'être dans l'amélioration continue et qui a quand même pour objectif d'être extrêmement exhaustif. Donc au départ, il faut vraiment se fixer comme objectif d'être sur l'effet de largeur, c'est-à-dire essayer d'aller tous azimuts. Et donc effectivement, Scope 3, c'est pour une grande majorité des activités le sujet numéro 1, qui était légalement pas du tout contraignant. Moi, ça fait depuis 2009, encore une fois, qu'on dit qu'il faut faire du Scope 3, et ça fait que depuis le 1er janvier 2023, que les obligations légales, en tout cas en France, arrivent à prendre le sujet. Pourquoi ça s'emballe aujourd'hui? C'est effectivement parce que tout le monde commence à comprendre que finalement, on mesurait le petit bout des impacts. Donc ça, c'est le premier point. Et donc pour répondre vraiment à la question, c'est une boîte à outils pour moi, avec des cadres méthodologiques et surtout des bases de données qui permettent d'aller autant que possible dans une fiabilité qui reste à améliorer, mais qui est quand même une super base d'ordre de grandeur, qui est quand je convertis une donnée physique, généralement, qu'est-ce que ça donne en carbone? C'est un ordinateur, c'est quoi l'empreinte carbone moyen, une chaise, une table, 1 kWh en France, 1 kWh au Japon, ou je ne sais quoi. Donc c'est ça finalement derrière l'approche bilan carbone. Concrètement, Olivier, tu veux nous parler un petit peu de la façon dont tu as lancé les différents projets, justement, et quelles difficultés ou quels enseignements tu peux partager aujourd'hui? Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Il faut effectivement de la motivation, de l'impulsion du top management. Et par contre, il faut effectivement dans l'entreprise, moi dans mon poste, c'est dans ma mission, mais il ne faut pas faire ça tout seul. Il faut absolument
Nous, on avait pris avec donc le consultant qui nous a aidés au tout début de la démarche, des séances de sensibilisation, un peu comme on a vu aujourd'hui, des gens qui viennent nous parler de l'urgence, des exemples concrets, des chiffres, pour un petit peu embarquer tout le monde, ou au moins quelques postes clés dans l'entreprise, pour faire, entre guillemets, que tout le monde soit motivé. Parce que derrière, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même du travail. C'est pas le consultant, si on a la chance d'avoir un qui fait tout. Il faut collecter des données, il faut effectivement faire des calculs d'incertitude, il faut aller chercher des données chez des fournisseurs, chez des transporteurs, chez des clients ou des utilisateurs, on va dire des produits, etc. Tout le scope 3. Ça, c'est vraiment du travail et donc il faut des gens motivés. Et pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient un petit peu conscients de l'intérêt et que au niveau de la direction, au niveau des départements, on attribue un petit peu de ressources et de temps pour faire ça. Et après, c'est tout l'intérêt aussi. Je trouve que c'est une démarche qui peut être vraiment collective. Et maintenant, tout le monde est motivé pour, après le premier résultat, se dire faut vite qu'on trouve des idées pour baisser et essayer d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais ça, on en parlera peut-être un petit peu après. Alors, ce qui est intéressant dans le cas d'Arcade Beauty, comme pour Orapi, c'est que la démarche, elle est vraiment des bilan carbone. Elle prend en fait toute sa dimension sur la totalité en fait de la partie mesure, savoir d'où ils partent, sur une mesure complète sur la totalité de la chaîne de valeur. Et sur cette base-là, il y a déjà en fait toute une démarche d'action, de réduction qui a été démarrée, et surtout des ambitions au niveau des entreprises par rapport à une trajectoire de référence qui vise à aligner en fait le pilotage de l'entreprise sur les scénarios, on va dire, viables en termes de réchauffement climatique. Donc on peut peut-être faire le tour. Claudie, quelles sont les motivations, quel est l'engagement, quelle est la communication qui est faite Arcade Beauty, tout comme Constellation d'ailleurs, a participé à la Convention des entreprises pour le climat. Et dans ce cadre-là, on a écrit une feuille de route qui nous a incité ou peut-être précipiter un peu les choses pour s'engager sur la trajectoire SBT, Science Based Target Initiative 1.5 degrés. Et par ailleurs, il y a quand même un client qui commence à nous le demander, un gros client important. Donc, on a signé la lettre d'engagement l'année dernière. Et là, en ce moment, on est en train de préparer notre dossier. Donc, depuis l'année dernière, on a préparé une trajectoire 2021-2030 et qu'on va pousser un peu plus loin grâce à un outil d'ailleurs qu'on vient d'acheter. Ça, c'est ce que je peux dire. Est-ce que je développe ? Non. On va peut-être. Tu développeras tout à l'heure. On va peut-être voir comment chez Orapi également. Quel était le déclencheur ? Est-ce que c'est un client ? Est-ce que c'est une volonté de s'aligner également sur une trajectoire ? Quel est l'engagement en fait par rapport à cette trajectoire ? Quelle est la trajectoire ? J'ai parlé des motivations tout à l'heure. La trajectoire, nous, on a fait simple. On a dit, dans les années 90, ça a été, enfin, je vous en parlerai mieux que moi, mais des conventions, je ne sais plus lesquelles exactement, à quelle date, mais en gros de faire moins 40% d'ici 2030. Et comme nous, on n'avait pas commencé, on s'est mis les moins 40% entre maintenant et 2030. Donc forcément, ça fait moins 7,6% par an. C'est pareil, comme disait un intervenant ce matin, on ne sait pas si on va y arriver. Mais ce n'est pas grave, on va faire le maximum dès qu'on peut pour gagner tout de suite. Alors, il y a des choses qui étaient déjà engagées, des exemples, parce que pour faire moins 7% à des gros postes, nous, c'est du transport. Juste peut-être un petit zoom, comment on a 2 usines qui fabriquent en France, en région lyonnaise, et après, on a 8 plateformes logistiques, une dans chaque région, vers lesquelles on achemine les produits finis et on livre les clients. Donc, les produits, ça peut aller de 1 mètre cube, une palette de 1 mètre cube, jusqu'à des petits flacons individuels comme ça. Et donc, il y a beaucoup de conditionnement et de transport. Et donc, ça fait bien sûr quelques années qu'on travaille avec des transporteurs à qui on demande toujours de nous donner eux aussi leur empreinte carbone au kilomètre, les inciter, mais ils le font d'eux-mêmes, à utiliser des énergies propres, hydrogène pas encore, mais un peu d'électricité, un peu d'huile végétale au lieu de carburant, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'en fait, vraiment, on arrive à faire un peu un système de fraisier pour de l'amont jusqu'à l'aval, essayer de tous ensemble réduire. Et après, nous, on fait notre mesure, mais nos transporteurs font leurs mesures et les utilisateurs également.
Donc, je ne sais plus si j'ai bien répondu à la question, mais C'est bien, c'est très bien. Olivier. j'ai parlé Alors, d'objectifs. À valeur de l'activité d'Ecodev, je pense que des bilans carbone, il y en a un paquet, vous en avez fait beaucoup. Ouais. Combien parmi vos clients on s'engage complètement justement dans cette démarche? Ouais, j'aimerais revenir sur le point des difficultés quand même, parce qu'on parle bilan carbone et on dit scope 1, scope 2, scope 3, et puis on calcule et c'est où on y va, et on a notre base de référence. Oui, avec quand même un sujet sur le scope 3 qui est quand même assez complexe, et je veux effectivement faire passer un message qui est c'est quand même assez difficile de travailler sur le sujet avec deux gros points de vigilance pour moi. C'est l'accès à la donnée et sa collecte. Et donc il faut embarquer les foules parce qu'il y a de la donnée qu'on cherche à avoir, qu'on n'a pas historiquement piloté dans les entreprises. Des fois on a de la matière première, on cherche des origines, des kilos, ou des poids, ou des données qu'on n'a pas. Et quand on est sur des domaines industriels, on a des flux quand même qui sont assez complexes à traiter. Donc ça, c'est un point quand même, un point de vigilance, et accepter justement de se dire on va partir sur des ratios au départ imprécis pour les affiner par la suite, parce que sinon on est dans un exercice où on s'essouffle tellement à vouloir faire parfaitement les choses qu'on s'abandonne à la fin et on perd complètement l'objectif qui est de dire quelles sont mes actions après et comment je vais y arriver. Sur le sujet des trajectoires, alors aujourd'hui on est dans les incantations des trajectoires, on l'a bien dit, tout le monde s'annonce être neutre en carbone en 2040. C'est le super objectif, ou 2050 plutôt, mais il faut l'avoir. Et de toute manière, si on ne commence pas à avoir des objectifs et des mesures, on ne fera rien de bien. Donc c'est essentiel. Après, il y a 3 niveaux pour moi de réflexion derrière ces ambitions. Il y a quel horizon, parce qu'en fait on peut faire moins 7,6 tous les ans et se dire c'est ça mon axe, mais on peut se dire je fais moins 30 d'un coup, puis après moins 2, puis on peut tempérer ça dans le temps. Ça c'est un premier sujet qui est intéressant à creuser des fois. Deuxième, c'est quel niveau d'engagement je peux avoir, et là il y a aussi 3 niveaux, je vous la fais très court, c'est la sobriété en premier niveau, donc ça on a compris, voilà, mais ça fait quand même 20 ans qu'on en parle et ça fait que quelques mois qu'on commence à vraiment l'appliquer. Deuxième niveau, c'est je vais changer des habitudes, ou investir du temps ou des euros pour... c'est le coût de ma chaudière à gaz que je remplace en géothermie, c'est le coût de ma voiture que j'abandonne pour le vélo et je fais ma visio plutôt que de me déplacer. Très bien. Ça passe encore. Et après, il y a le 3e niveau, et c'est quand on fait les trajectoires de manière assez robuste qu'on s'aperçoit, qui est quel modèle d'affaires et comment je finance cette transition. C'est l'histoire de j'ai des pompes responsables, mais en fait c'est génial, elles font 30% de CO2, ces chaussures, et c'est très bien, et il faut le faire. Mais si j'en achète 4 par an, et que quand je fais mes petits calculs, les accords de Paris me disent que en fait, c'est une fois tous les 2 ans qu'il faut que j'en achète, je loupe l'exercice. Voilà. Et donc ça, c'est un point important. Ça paraît évident, mais aujourd'hui, je pense que dans les trajectoires, il y a quand même ce sujet de voir, et ça peut se fixer par un quota carbone, et comment je rentre dans ce quota carbone plutôt que de parler de valeur diminuée en pourcentage et non pas de valeur absolue. Voilà, ça, c'est des points de vigilance que je mettrai quand même en avant sur les trajectoires. Pour illustrer justement, peut-être Claudie, tu peux nous dire justement sur cet aspect de transformation et transformation dans la filière, justement, embarquer ses parties prenantes, ses fournisseurs et changer son modèle en fait. Oui, nous on raisonne aussi en valeur absolue, à la fois sur scope 1 et 2, aussi sur scope 3. Le principal enjeu, c'est de réussir à transformer notre produit et notre offre. Donc certainement moins d'échantillons, des échantillons différents, revenir à la fonctionnalité initiale de l'échantillon qui est de tester une formule, tester avant d'acheter pour acheter bien ou acheter moins, pour ne pas se tromper lors de l'achat. Et ça, on le voit déjà un petit peu, cette diminution de la taille des commandes des échantillons. Et on propose depuis plusieurs années, déjà ça fait au moins 5 ans qu'on a une proposition par exemple pour une technologie particulière, qui historiquement était à la base de multi-résine plastique plus de l'aluminium. Il y a déjà 4 ans qu'on a une solution sans aluminium, et c'est vraiment notre objectif de supprimer. Eh bien, ça prend du temps à être accepté par les clients, et c'est en train de faire son chemin. Mais on sait qu'on a un gain correspondant à cette suppression, en tout cas ce remplacement de l'aluminium dans nos technologies. Pourquoi ça prend du temps? Parce que ça change les habitudes de nos clients, ça change la fonctionnalité éventuellement du produit, en tout cas sa durée de vie, etc. Donc c'est tout un apprentissage, et on a d'autres axes comme remplacer le plastique par le papier, etc. Et donc on doit embarquer là-dedans nos fournisseurs, des nouveaux fournisseurs, toujours être à l'affût. Ça fait des années qu'on a une cellule achat, mais pas que, tout le monde à l'affût de nouvelles matières possibles. Et puis d'embarquer nos clients et de les embarquer sur notre trajectoire qui est de
comment on diminue finalement le volume d'échantillons, comment on le rend utile cet échantillon et non pas seulement un échantillon mass market qui va être jeté au final et pas utilisé à ses fins. Tu voulais compléter peut-être justement sur la transformation du modèle d'affaires, Olivier? Non, je parlerai d'un autre sujet. On aurait plein de choses à dire, alors on essaie de se contenir pour ne pas dépasser le temps. On est bien pour l'instant. On est bien. C'est le temps pour les questions. Okay. Donc, on peut peut-être sur globalement l'engagement des organisations, l'engagement de toute l'organisation jusqu'à la chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est bien parti chez vous? C'est où il y a encore des freins? Alors, j'ai quelques commentaires là-dessus. Comme je l'ai dit au début du projet, pour que ça devienne un peu un réflexe dans le travail, de se dire quand je fais ça, est-ce que je ne peux pas faire autrement ou mieux? Donc la sensibilisation au début, et on a une autre étape clé dans le projet aussi, c'est d'avoir fait des brainstorming un peu une fois qu'on a eu les résultats et les 2-3 sujets en tête de Pareto. Exemple, les achats de matières premières chez nous, puisqu'on achète des produits chimiques plutôt émissifs, de l'éthanol, de la soude, etc., qui viennent de près ou de loin. On a fait des groupes de travail avec les acteurs des différents départements pour qu'eux-mêmes proposent des idées un petit peu en rupture et en décalage avec leurs habitudes au quotidien. Donc typiquement, les achats, ils ont décidé, allez, cette fois-ci, on arrête d'acheter typiquement en Chine des trucs qui sont peut-être un peu moins chers, etc. On va chercher des fournisseurs locaux, etc. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a peut-être un petit peu plus d'argent dans la matière, mais il y a moins d'argent dans le transport. Donc, bref, et en tout cas, il y a une motivation parce qu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre sur ce périmètre-là. On a fait des ateliers. Maintenant, on fait beaucoup plus d'initiatives sur la mobilité, par exemple, grâce avec les équipes ressources humaines. On essaye, on a fait une carte des lieux d'habitation des employés pour les mettre à disposition des employés pour dire du covoiturage, on participe à des journées, des initiatives régionales, Rhône-Alpes, etc., des journées de mobilité ou des choses comme ça qu'on ne faisait pas avant. Et donc là, tout ça, ça prend du sens dans l'entreprise. Alors on ne sait pas ce que ça rapporte en CO2, on ne le mesure pas, mais c'est pas grave, c'est essayer de changer un petit peu de façon de travailler, de façon de se déplacer pour venir au travail. Voilà, donc c'est un bon bras de levier, mais il faut être, je dis, nous on est à peu près 200 personnes sur le site principal en région lyonnaise, là, il faut bien 20-30 personnes ensemble pour travailler sur le sujet, quoi. Alors pas 3 heures par jour, mais par moment, voilà. Donc s'il y a un petit enseignement, un petit, je dirais, retour d'expérience là-dessus. Voilà. Alors après, il faut choisir un petit peu ces ambassadeurs. On sent qu'il y a des gens motivés, des gens moins motivés. Bien sûr, on essaye d'utiliser ceux qui... Et en général, plus ils sont jeunes, plus ils sont motivés, je dirais. Ouais, alors sur le sujet des ambitions, en tout cas des enjeux filières, moi j'ai tendance à dire qu'il y a des filières qui sont compatibles avec les accords de Paris et des filières qui ne le sont pas, en fait. Et on aura beau chercher l'équation ou trouver la solution, elle va être très, très complexe. Donc en fait, en disant ça, l'idée c'est pas de déprimer, c'est de dire comment on peut s'améliorer, parce qu'en fait après c'est un jeu de vase communicante qui peut s'équilibrer en fonction des filières, en fonction des enjeux. Et ce que je vois aujourd'hui, la limite de l'exercice, c'est que malheureusement les gens qui sont ou les responsables de certains sujets, par exemple responsable achat dans une boîte, je vais citer aucun nom bien évidemment pour pas être dans la polémique, mais je peux citer un cas concret, boîte du CAC 40, responsable achat qui pèse 60% de l'empreinte carbone de l'activité de l'entreprise. Le dirigeant a engagé son entreprise il y a quelques mois dans une neutralité carbone et une trajectoire de décarbonation. Et souvent, il n'y a pas d'outils dans les mains de ses interlocuteurs pour piloter la trajectoire. Donc, si je dois avoir ma casquette un peu méthodo ou conseil et surtout éviter les angles morts, comme ça a été dit avant, il faut avoir une vision globale et sur le sujet des filières, qui est le cœur de sujet quand même de la décarbonation de nos activités. On a aujourd'hui beaucoup de trous dans la raquette, beaucoup d'incohérences. C'est pas grave, faut se le dire, parce que c'est en se le disant déjà, c'est les docteurs en psychologie sociale qui vont vous le confirmer, c'est déjà la moitié du problème qui est résolu. Mais si on se le dit pas déjà, on peut pas trouver de solution. Mais ça c'est un point important parce que sinon on bricole en fait sur le sujet, et le sujet filière il est à travailler, je pense, avec tous ceux qui sont concernés par la filière. Et donc là, ce qui est hyper positif, c'est qu'on voit qu'il
il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait quasiment pas de fédération qui travaillait sur des enjeux de filière. Maintenant, il y a le secteur d'activité X ou Y qui travaille de plus en plus à réfléchir sur des trajectoires filières. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une dynamique commune là. Donc le bilan carbone, ce n'est pas donc qu'une mesure, hein, c'est véritablement une démarche. Et l'opérationnalisation de cette démarche au sein des organisations et des entreprises. Donc là, on vient à travers et on va se laisser 10 minutes pour des questions-réponses. Donc t'adresser si on resitue par rapport au framework NZD, le pilier A des émissions induites par les organisations sur la totalité de leur chaîne de valeur. Mais on peut peut-être parler un petit peu du pilier B. Alors, je vais te laisser poser les points de vigilance, Timothée, par rapport à ce sujet. Mais par contre, on a une initiative qui a démarré chez Orapi, chez Arcade Beauty aussi, mais peut-être un peu moins abouti pour l'instant, moins chiffré. Donc si tu peux resituer le cadre, et puis on peut écouter... Ouais, alors je vais faire très vite parce que c'est une notion qui n'est pas simple. Finalement, émissions évitées, c'est ce qu'on peut considérer comme un gain net d'émissions carbone lié à un changement de produit, de process, de fonctionnement, peu importe, parce que ça peut être plein de choses. C'est en gros, je supprime une centrale à charbon, je la remplace par une centrale hydraulique, et pour la même production de kilowattheure, j'ai vraiment pas du tout les mêmes rejets de CO2. Et là, on a sur un point de départ et un point d'arrivée une comparaison qui est nette en gain. Attention aux effets rebonds associés à ces sujets, parce que le barrage hydraulique, il inonde. Donc on a potentiellement des conséquences sur la biodiversité, sur les populations locales, etc. Voilà. Et je finis juste sur cette remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets rebonds et beaucoup de calculs qui sont biaisés, soit par méconnaissance, soit par manque de précision, soit par volonté de marketing ou je ne sais quoi. Mais c'est les effets rebonds qui sont... si je vous la fais court, j'achète des choses que je revends d'occasion, c'est Vinted, Le Bon Coin et compagnie. Ça crée un supermarché, mais ça crée du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat crée de la surconsommation sur d'autres sujets. Et il y a des effets rebonds du type, si cette veste, je la vends 5 € alors que je l'aurais mis à la poubelle, si je l'envoie à Marseille, elle va y aller en train, dans le meilleur des cas, mais souvent en camion. Et là, je plombe l'ambiance de mon bilan carbone global. Et donc, derrière le côté j'ai des émissions évitées, en faisant un geste soi-disant éco-responsable, il faut regarder dans toute la chaîne de valeur sur le sujet. Et là, c'est plus complexe. Voilà. Donc, je fais juste cette remarque parce que dans 95% de ce que je vois, ce n'est pas des émissions évitées, c'est des émissions qui peuvent être un peu meilleures et des gains, etc., mais avec plein d'effets rebonds et qui ne sont pas calculés. Là, en l'occurrence, Olivier va présenter un cas beaucoup plus maîtrisé sur le périmètre, donc plus simple et qui peut y aller conscient. En 2-3 minutes, si on veut garder les questions-réponses. Donc oui, les émissions évitées. Alors, ce que je vous ai parlé, comme on a fait chez Rappi, c'était tout le pilier A, donc essayer d'émettre moins dans notre activité, mais en même temps, avec d'autres personnes, aussi bien côté consultant que côté Orapi, on a travaillé sur le pilier B, parce qu'on voulait concrétiser des produits qui étaient en développement depuis longtemps, qui n'étaient pas encore commercialisés. Ça s'appelle des ultra-doses. Donc en fait, nous, on essaye de remplacer, par exemple... on vend des bidons de 5 litres en polyéthylène, produits prêts à l'emploi pour nettoyer les sols. Et on a développé des formules concentrées dans des petites poches plastiques. Alors, vous avez déjà vu ça dans les grandes surfaces pour le lavage des mains ou tout ça, donc des systèmes un peu de recharge. Mais disons, dans notre profession, ce n'était pas encore vraiment très démocratisé. Et donc, on fabrique maintenant des produits concentrés, donc soit des pastilles solides à diluer par l'utilisateur dans un spray de 750 ml. Donc on garde l'emballage d'origine. Quand il est vide, on remet une pastille dedans et on met de l'eau. Alors après, on met de l'eau froide, on met de l'eau chaude. Bien sûr, ça c'est différent. Ça donne aussi une empreinte à l'utilisation du produit qui est calculée. Et on a fait donc de la matière première, transport, les emballages, l'énergie pour produire, tout ça, tous les facteurs qui sont émissifs, on a fait mesurer par Impact, qui a lui-même fait valider les chiffres par un cabinet indépendant, parce qu'il ne faut surtout pas faire des petits calculs tout seul dans son coin et oublier quelque chose qui serait, comme l'a dit Timothée, qui serait non négligeable, voire je dirais, négatif. Donc, on a obtenu des chiffres autour de 50% de gains pour iso-performance au final, le même nombre de mètres carrés nettoyés, etc. Et donc ça, c'était vraiment aussi quelque chose, comme j'ai dit au début, important et motivant pour les équipes de R&D, tous les gens qui travaillent depuis des années sur ces produits-là, de dire « Ah oui, quand même ». Et donc maintenant, c'est le travail du marketing, du commercial, de promouvoir ces produits-là. Mais le fait d'avoir mesuré 50% d'émissions en moins pour un produit en particulier par rapport à une solution de référence,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui était demandé par le marché, par nos clients et tout, et on l'a fait en même temps que le reste, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette et motivant pour tout le monde. Et c'est fait sérieusement, surtout. Claudie, un petit mot sur où vous en êtes sur ce type d'initiative? On n'a pas calculé de façon exacte comme ça. On a un outil d'analyse de cycle de vie, par contre, qu'on utilise en interne pour guider nos développements et pour parfois guider nos clients, qui veut qu'on compare une techno qu'on va lui proposer versus sa techno d'origine. Mais on n'a pas encore calculé le fameux pilier B. Voilà. On a aussi des cas où on va diminuer l'impact, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on a en évité, je ne sais pas. Ça reste à faire cette année, j'espère. Diminuer, enfin bon, tout ça, c'est le cadre méthodologique qu'il faut respecter. Dans tous les cas, il y a des actions dans ce sens, quoi. Oui, sachant que comme tu es dans une logique d'analyse du cycle de vie, tu es quand même dans une logique de bout en bout, a priori, sur tes produits, et tu fais de l'éco-conception. Donc il y a quand même tu essayes d'éviter quand même les angles morts, effectivement. Ah oui, on a tout un tas d'analyses de cycle de vie comparative entre des technos historiques et des technos nouvelles proposées par Arcade Beauty. Et on a par ailleurs des nouvelles propositions qui viennent gonfler notre mesure d'empreinte carbone, c'est clair, parce que ce sont des nouveaux produits, mais par contre, qui vont permettre de diminuer l'empreinte carbone de nos clients, c'est clair. Et c'est ça qu'on n'a pas encore chiffré. Je crois qu'il nous reste ça ne serait tardé. 2 minutes. 2 minutes. Il y a éventuellement, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à beaucoup de questions, mais il y a une question, éventuellement, ou des questions. Bonjour. J'ai une question au niveau de CSRD. Est-ce que ça a changé la donne, la dynamique dans votre écosystème, on va dire, ou les plateformes ou dans vos sociétés? Donc le CSRD, c'est la loi européenne, on va dire, au reporting de sustainability. CSRD, oui. Oui, en français, c'est toujours un peu différent, mais c'est ça. Quelle est la part du reporting? Ouais. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est un sujet qui est en train d'être débattu en plus là. Donc il y a pas mal de lobbies en ce moment pour édulcorer la philosophie au départ. Mais la CSRD, c'est une réglementation donc extra-financière avec un objectif de remplacer, en tout cas en France, la DPF, les déclarations de performance extra-financière, hyper ambitieuse, avec un truc qu'il faut retenir, c'est quel est l'impact de mon activité sur le climat et quel est l'impact du changement climatique et des évolutions du climat sur mon business, dans les deux sens. Et là, ça devient hyper intéressant parce que c'est un sujet en plus qui se décline pour les financiers, pour savoir dans quelle mesure les financiers vont flécher de l'argent sur des sujets soi-disant verts et plus éco-responsables. Nous, on voit un boom depuis 2 ans sur le sujet. Ça s'accélère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut ces filtres avec une nouvelle grille de lecture en disant le filtre économique, ok, on le connaît et on le maîtrise, le filtre égalité homme-femme, le filtre carbone, le filtre biodiversité, et là, il va tous azimuts, quoi. Et la CSRD est hyper intéressante là-dessus parce qu'en fait, ça rend légitime, en tout cas moi, des sujets qu'on traite depuis 15 ans, qui est comment on pilote autrement une boîte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter justement de la performance. Donc clairement, boom d'explosion de demande, avec une limite quand même. Je suis monsieur limite, hein, vous avez compris, mais en gros, non, mais c'est qu'on est en train de rajouter des surcouches de température à prendre, et on oublie souvent de cette température, qu'est-ce que je dois faire comme action concrète. Et moi, je vois qu'il y a des responsables RSE qui passent beaucoup de temps à faire du reporting extra-financier et beaucoup de remontée de données avec des fois un peu trop, je pense, au détriment de l'action, quoi. Donc ça veut dire que la réponse est oui. C'est-à-dire que la réponse elle est oui parce qu'effectivement en RSE c'est parfois frustrant de passer tout un tas de temps sur le reporting, la recherche de données, la collecte et le reporting. Et en l'occurrence, avec l'approche de la CSRD, en l'occurrence chez Arcade Beauty, on n'était pas encore soumis au DPEF. Donc, en tout cas, ce qu'on est en train d'anticiper, c'est la création et la remontée des indicateurs RSE au niveau du service finance. Donc, bah oui, ça va changer la donne, ça va changer mon job, ça va changer la vision du service finance, etc. Donc, oui, je pense que ça va changer. On a le temps? Une encore? Il y a une autre question? Il y a le timekeeper qui est au bout, là, pour l'instant, il ne dit rien. Vous avez d'autres questions, éventuellement? Non? Oui? La dernière. Qu'est-ce que vous pensez des outils, ou des startups, pour peut-être des plus petites entreprises, mais genre, je pense à Greenly, des choses comme ça, où c'est des systèmes d'évaluation un peu automatisés à partir de données type bilan comptable? Alors...
Non, mais alors moi, je suis pas connecté aux outils, donc je peux faire une réponse qui me paraît à peu près objective et neutre. En fait, déjà, l'ADEME a fait un état des lieux là, récemment et labellise les outils ou pas en fonction de leur capacité à être fiables sur un certain nombre de données, dont les conversions. Donc déjà, il y a des guides. Après, pour moi, il y a 3 niveaux d'outils, en fait. Il y a des outils très simples, vous en avez cité un, qui travaille beaucoup sur les ratios monétaires. Génial si on veut avoir un camembert et comprendre de quoi on parle par rapport à un secteur d'activité. Est-ce qu'on doit payer ou pas pour ça? C'est chacun choisi. Il y a déjà beaucoup de littérature sur le site de l'ADEME qui permet peut-être de gagner du temps et de le faire. Voilà. Mais ça, c'est un avis. Et là, il y a des entreprises qui sont très contentes de le faire et d'autres qui peuvent le faire soi-même. Bon. Deuxième niveau d'outils, c'est des outils pour faire la publicité. Sans faire de publicité. Non, mais tu viens de le citer. Hein, il y a l'ABC, qui est le propriétaire de la méthode, a mis en place une démarche de mise en conformité des outils, puisqu'il y en a partout. Hein, donc, il y a un cahier des charges pour ça. La méthode bilan carbone, ça appartient à l'ABC. Donc, il y a des outils qui respectent la méthode et des outils qui le respectent peut-être, mais qui ne sont pas certifiés. Enfin, bon, je pense qu'il faut regarder. Ça se normalise. Nous, le nôtre, on a fait l'effort enfin, pas l'effort, puisqu'on veut dès le départ faire un outil qui est conforme, mais on l'a fait évaluer par l'ABC et un autre cabinet, d'ailleurs, qui s'appelle iCare, qui participe également à ces cycles de certification. Ça dure 3 mois, c'est long, ils regardent, ils rentrent dans l'outil et on a obtenu le tampon en début d'année. Donc notre outil, en tous les cas, il est certifié conforme méthode bilan carbone. Et il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. Je complète vite fait là le petit benchmark si ça vous va, mais pardon. Hein, mais deuxième catégorie d'outils, des outils pure player qui sont vraiment dédiés au carbone et qui ont des qualités défauts en fonction, mais qui sont essentiels pour beaucoup d'entreprises qui veulent avoir du reporting automatisé, des multisites, des enjeux très pointus sur des secteurs. Et donc, du coup, moi, j'y vois ça d'un bon œil en fait. À partir du moment où on travaille main dans la main avec des expertises complémentaires, moi, je suis pas développeur d'outils, mais je pense que j'ai une expertise sur le sujet. Des retours d'expérience qui peuvent aider les outils et vice-versa. Et puis après, il y a des très gros opérateurs, des très gros éditeurs qui vont rajouter des modules carbone. Je peux citer SAP comme ça. Je pense pas qu'il y ait des gens SAP dans la salle, mais peut-être. Non, mais ou des modules comme ça. Et là, sur lesquels ça dépend du niveau de finesse parce que, encore une fois, là, il y a vraiment... c'est plus des outils après de reporting de très grands groupes avec une fiabilité qui est aussi controversée. Voilà. Mais pour moi, il y a 3 niveaux d'acteurs. Et donc, les acteurs pure player, moi, je vois ça d'un bon œil. À partir du moment où ils s'ouvrent à l'externe et c'est pas une boîte noire en termes d'outils, quoi. Alors là, je crois qu'on va se remettre dehors. Donc on va déjà vous remercier de nous avoir tous écoutés. Puis je tiens à remercier donc Charlotte. Merci à tous. Merci à nos invités. Claudie, Olivier et Timothée.